Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 1er décembre. Du tutorat pour développer un nouveau modèle pédagogique. La Fondation pour agir contre l'exclusion vient de lancer une action de parrainage avec l'entreprise Thales basée à Elancourt. Une opération qui profite à 18 collégiens de Trappes qui pourront ainsi mieux appréhender le monde de l'entreprise. Dominique Tristan est notre invité fil rouge pour cette émission. Nous évoquerons avec le directeur de la ferme pédagogique de Grignon l'actualité autour du glyphosate et les solutions développées localement pour un modèle agricole plus responsable. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur la concertation sur le réaménagement du centre-ville de Plaisir ou la semaine de la citoyenneté à Magny-les-Hameaux. Renforcer le lien entre l'école et le monde professionnel, c'est la volonté d'une action de mentoring lancée jeudi au collège Gustave Flaubert de Trappes. 18 salariés de l'entreprise de Thales vont parrainer 18 élèves durant toute l'année scolaire pour leur permettre de découvrir le monde de l'entreprise. Une opération coordonnée par la Fondation Agir contre l'exclusion. Reportage d'Aurélie Ronze. Si Santia a l'air un peu perdue, c'est parce qu'elle est à la recherche de sa marraine. Comme ses 17 camarades, elle s'est portée volontaire pour en apprendre davantage sur l'entreprise Thales basée à Elancourt. Ce projet en fait nous ouvre au monde extérieur, surtout au monde professionnel. Et ça nous fait un grand carnet d'adresses, puisque quand on est en troisième, on n'a pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Chaque parrain ou marraine a reçu un kit avec un contrat d'engagement qui permet de formaliser ce tutorat. Il prévoit notamment un rendez-vous mensuel. Ça apporte une vraie valeur humaine aussi parce qu'on s'intéresse à leurs projets, à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils font déjà dans la vie, que ce soit au collège ou en dehors du collège, leurs activités, etc. Ça permet un échange. Ce n'est pas la première fois qu'un partenariat est conclu entre l'entreprise Thales et le collège Gustave Courbet. L'an dernier, les deux établissements avaient collaboré dans le cadre du projet Graines d'entreprise. En fait, les salariés se sont dit pourquoi pas s'engager auprès d'élèves pour un peu travailler leur orientation, et ce sur peut-être plusieurs années. Donc l'objectif, c'est que là on fait le lancement des binômes et que ça aille jusqu'à l'obtention du brevet, voire même du bac. On a des gens qui sont passionnés dans le groupe Thales, donc on va pouvoir créer ces relations entre le salarié et l'élève pour le faire découvrir une vocation peut-être dans le groupe Thales. Au-delà de la découverte des filières industrie et technique, cette action a également pour objectif de construire un parcours d'orientation scolaire et de développer chez les collégiens un esprit d'initiative. L'actualité de cette fin de semaine, c'est aussi un chiffre, 25 000 personnes ignorent en France qu'elles sont séropositives. Une donnée en écho évidemment à la journée internationale de lutte contre le sida et qui inquiète alors que 6 000 nouvelles personnes sont contaminées par le virus chaque année. Se pose donc la question de la prévention. Attrape, l'association HF Prévention multiplie les actions sur le terrain et se développe dans le numérique avec le lancement d'une nouvelle application Virus War 2. Vous voyez les images, le digital, un moyen de prévention devenu essentiel pour toucher les plus jeunes, comme l'expliquait sur notre plateau lundi le directeur de l'association. On l'écoute. On a dans le pipeline 3-4 game changers, un sur la santé des femmes, un sur effectivement tout ce qui va être contraception et aussi sur la nutrition, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il faut aller au-devant des gens avec des tests, avec des autotests, mais aussi avec des nouvelles techniques. On voit TUP aujourd'hui, c'est un formidable succès. Trouver un préservatif qui est... Trouver un préservatif et un lieu de dépistage partout en France. C'est 200 000 utilisateurs réguliers qui l'ont dans leur poche. La marraine, c'est Marina Carrère-Doncos du Journal de la Santé de France 5. Et c'est vrai qu'on le voit bien, ça répond à une nécessité. Aujourd'hui, on est dans le digital. Il convient de faire de la prévention, nouvelle génération de la prévention digitale. La France promet d'arrêter avant l'Europe. Le glyphosate disparaîtra du modèle agricole d'ici 3 ans. C'est le message d'Emmanuel Macron cette semaine, alors que l'Union européenne a renouvelé la licence de cette molécule ô combien polémique pour 5 ans. Mettre fin à l'utilisation du glyphosate en 2020, est-ce possible? Comment doit-on basculer dans un modèle plus responsable? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité fil rouge Dominique Tristan. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le directeur de la ferme expérimentale de Grignon et président aussi de l'association Terre des Yvelines. Vous êtes clairement engagé dans une démarche environnementale sur la plaine de Versailles. Est-ce que vous pensez, vous, qui avez beaucoup plus de légitimité que beaucoup de gens qu'on entend sur le sujet, que la France pourra, avant ses voisins, se passer totalement du glyphosate en 2020 ? Est-ce qu'elle aura les moyens de le faire concrètement ? Alors, si c'est est-ce qu'on est dans une opération de communication ? Je pense qu'on est dans une opération de com. Après, si c'est réglementaire, il faudra bien que les agriculteurs s'y tiennent. Donc aujourd'hui, il existe des solutions techniques pour limiter la consommation. Dans 100% des cas, là est la question en fait. Vous voulez dire que peut-être que c'est un coup de pression mis sur les acteurs locaux et puis nationaux du monde agricole pour leur fixer un cap et leur dire après 3 ans, sinon ça va... C'est un coup de pression surtout sur le monde agricole et les filières de première transformation, puisque c'est quand même là où l'enjeu est. Après, c'est une prise de conscience collective de quel modèle agricole on veut en France. Que ce soit au niveau du consommateur et du citoyen aussi. Alors rappelons déjà peut-être quelques chiffres. En France, l'an passé, s'est vendu 8000 tonnes de glyphosate. C'est 700 000 dans le monde. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si vous avez une vision sur le monde entier, mais est-ce que ça veut dire que la France peut-être déjà est moins consommatrice de ce type de produit que les autres pays ? Alors, moins que l'Europe, non, je ne pense pas, même si je n'ai pas les chiffres. Moins que des pays où il y a beaucoup d'OGM, comme les États-Unis, comme l'Argentine, comme le Brésil, oui, très clairement, puisque là-bas, la culture d'OGM exacerbe en fait la quantité de glyphosate utilisée, puisque c'est le seul herbicide utilisé pour toutes les mauvaises herbes sur beaucoup de cultures. Alors déjà, on le rappelle, le glyphosate est interdit pour les particuliers, et ça depuis le 1er janvier de cette année, ou il y a quelques mois en tout cas, c'est récent. Voilà. Concrètement, pour les agriculteurs, si en 2020 il n'y a plus de glyphosate, qu'est-ce que ça change dans la vie, dans le travail ? Qu'est-ce qui va devoir être fait qu'on ne faisait peut-être plus avant ? Concrètement, alors, on va relancer des vieilles machines ? On va relancer des machines, je pense, notamment du travail du sol, plus ou moins intensif, puisqu'en fait, au lieu de désherber le champ avec un produit chimique, il va falloir enfuir la mauvaise herbe ou empêcher sa germination avec un travail du sol répété pour assécher en surface. Donc ça prend du temps, ça consomme du fuel, ça émet des gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est pas forcément très bon pour l'environnement. C'est pas forcément bon pour l'environnement. Quand on travaille le sol, on peut aussi perturber un petit peu les carabes. Les carabes qui sont des bêtes qui nous intéressent, nous, pour manger les œufs de limaces aussi. Donc voilà, tout n'est pas aussi simple que le glyphosate est mauvais d'un côté et puis les solutions sans glyphosate sont tout bien. Est-ce que aussi une vie sans glyphosate, c'est moins de rendement, donc moins de rentrée financière ? On connaît un peu la difficulté pour les agriculteurs à vivre de leur métier. Est-ce que le fait de retirer cet herbicide que tout le monde semble dénoncer aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi prendre le risque d'appauvrir d'éventuels agriculteurs ? Ou alors il faudra que l'État s'engage à les aider encore plus ? Alors, moins de rendement, oui, ponctuellement, mais c'est surtout une hausse des coûts de production. Parce qu'on va remplacer ce glyphosate par d'autres techniques, qu'elles soient chimiques ou ça mécaniques. Peut être bon pour l'emploi ? Oui, alors ça c'est un autre débat, puisque dans le monde agricole on a quand même du mal à recruter. Je suis bien placé à Grignon aussi pour le savoir ça. Mais la question là, c'est plutôt de se dire finalement, si on regarde 20 ans en arrière, le glyphosate coûtait très cher, il était très peu utilisé. On avait des solutions techniques pour le faire, mécaniques certes, mais aussi chimiques. Parce qu'on avait une diversité d'herbicides homologués. Cette diversité d'herbicides, aujourd'hui, elle est de plus en plus restreinte. Certainement parce que des produits étaient vraiment dangereux pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Donc ils ont été enlevés des listes autorisées, et je pense que c'est très bien. Par contre, techniquement sur le terrain, le nombre de solutions, c'est restreinte. Et le glyphosate, à un moment, comme il a baissé aussi en prix avec l'arrêt du brevet uniquement détenu par Monsanto, eh bien, c'était la solution de facilité de prendre le glyphosate. Très pratique aussi pour tuer les mauvaises herbes. Voilà, alors par contre, c'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désherber un blé qui a déjà été semé avec du glyphosate. C'est un désherbage de pré-semis, puisqu'en fait, sinon, il tuerait le blé. Voilà. Mais ça a permis des techniques de production à des coûts compétitive par rapport à nos compétiteurs internationaux. On l'a vu, les réactions ont été très nombreuses cette semaine, notamment des syndicats agricoles. Le principal, la FNSEA, s'est opposé à la vision française et c'est quelque part salué la décision finale de l'Union européenne. Qui seront principalement peinés par un éventuel arrêt dans 3 ans du glyphosate ? Est-ce que ce sont les gros industriels ou alors eux, ils auront les moyens financiers de pouvoir se retourner ? Ou alors c'est le petit producteur qui a une
trentaine d'années qui travaille depuis 10 ans avec le glyphosate et lui il va devoir régénérer totalement sa façon de faire. Non, alors je ne crois pas du tout que ce soit une question de taille, petit, gros, jeune ou ancien. En fait, le glyphosate est intéressant aujourd'hui sur certains types de sols, certaines cultures et certaines mauvaises herbes surtout. Alors quelle culture principalement par exemple? Alors si je prends les mauvaises herbes, ça va être par exemple les chardons. Les chardons, c'est compliqué à s'en débarrasser. C'était le chien dent qui était utilisé, sur lequel le glyphosate est utilisé énormément. Et c'est vrai qu'on a quelques mauvaises herbes comme ça, bien cibles, où les solutions chimiques ou mécaniques sont assez limitées. Même en bio d'ailleurs, hein, se débarrasser des chardons en bio, c'est pas simple. Et donc le glyphosate apportait une solution, sauf en bio bien entendu, sur ces mauvaises herbes, j'y arrivé, précises. Donc là, vous pouvez en avoir sur des petites fermes, sur des grosses fermes, dans le nord de la France, dans le sud de la France, en Bretagne. Voilà, c'est pas une question de taille de ferme, c'est une question de climat, modèle, de type de de façon sol. de faire aussi. Pas forcément, puisque ça serait une révolution aussi, c'est peut-être le début d'une révolution, vous le disiez, c'est ce fameux coup de pression pour aller dans un modèle plus vert, plus responsable. Oui, mais le modèle plus vert, je veux dire, enfin, il y a 400 ans, il y avait déjà des chardons et on avait du mal à s'en débarrasser, il n'y avait pas de glyphosate. Donc le glyphosate, à un moment, a permis de se débarrasser des chardons. C'est pas la seule solution, je suis d'accord, mais ça a permis. À titre personnel, dans votre association ou à la ferme, est-ce que vous utilisez, vous, du glyphosate? Oui, est-ce que vous en avez utilisé? J'en utilise plutôt peu par rapport à la moyenne française, je pense, parce que je suis dans une démarche globale de diminution des consommations de produits phyto, comme beaucoup de mes voisins. Dans notre association, il y a des gens qui sont en bio, donc par nature, ils n'en utilisent pas non plus. Il y a des gens qui se posent la question de convertir une partie de leur ferme en bio aussi, donc voilà. C'est possible de faire sans, il y a un mouvement. Le glyphosate. Alors, de faire sans, c'est une problématique aussi réglementaire en France. C'est vrai qu'on ne peut pas, ou très difficilement, faire sur une même ferme du bio et du pas bio. Donc, beaucoup de personnes qui sont actuellement en système conventionnel, qui voudraient tester le bio, finalement, quelque part, c'est assez compliqué de tester sur 10, 15, 20% de la ferme parce qu'on n'a pas la possibilité réglementaire aujourd'hui de le faire, sauf à créer différentes structures, mais ce qui complique l'aspect comptable, etc. Donc, c'est en train de changer. Je trouve que la profession agricole communique mal sur le fait justement qu'il y a déjà des résultats, qu'il y a déjà des choses qui se font sur le terrain. Et de plus en plus qui s'engagent pour... Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association Terre des Yvelines, c'est pour faire savoir qu'on met des choses en place sur nos fermes, on a des résultats mesurés. Les méchants amoureux des produits non, clairement, mais voilà. Parfois, on peut avoir l'impression, malheureusement... C'est l'impression que ça donne, effectivement, parce que ça a souvent été la politique de l'autruche dans le monde agricole. On a été accusé, montré du doigt, et puis, à part mettre la tête sous la terre, on n'a pas su répondre. Je pense qu'on n'avait pas non plus des chiffres pour pouvoir argumenter nos actions. Et c'est l'occasion. Vous avez pu le faire en tout cas mardi soir, puisque le glyphosate a été également abordé mardi soir donc à Saint-Non-la-Bretèche lors d'une réunion publique locale sur les états généraux de l'alimentation. Associations, agriculteurs et politiques ont pu échanger sur les enjeux autour notamment de la plaine de Versailles à l'initiative de 2 députés des Yvelines. Les précisions avec ce reportage. Bien loin des polémiques européennes sur le glyphosate, localement, habitants, élus, associations et agriculteurs de la plaine de Versailles planchent sur les enjeux agricoles de leur territoire. Un territoire prisé avec 12 nouvelles exploitations qui se sont installées récemment. Un record en Île-de-France qu'il est nécessaire de préserver. Ce que représente la plaine de Versailles est un système de biodiversité dans tous les sens du terme, et que pour qu'on puisse avoir une nourriture de qualité, eh bien, il faut que les acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, mais aussi les consommateurs, jouent le jeu. Comment favoriser la consommation locale? Comment produire de façon responsable et satisfaire la demande des consommateurs? La soirée s'est déroulée autour de 3 tables rondes et a permis de soulever de nombreuses problématiques autour du modèle agricole actuel. L'objectif est en fait de réussir à montrer que le cahier des charges en agriculture française est vertueux, sain et assure vraiment un gage de fiabilité et de sécurité alimentaire. Organisée par 2 députés de La République En Marche, cette réunion publique s'inscrit dans le cadre des États généraux de l'alimentation lancés il y a 4 mois partout en France. Objectif, rapprocher l'ensemble des acteurs de la filière. Ce qui m'a vraiment motivée aujourd'hui, c'est de voir ce renouveau dans l'agriculture, ces jeunes agriculteurs qui s'investissent. Ce qui m'a plu aussi, c'est de voir qu'il y avait juste des consommateurs qui sont venus aujourd'hui, qui sont en demande, qui sont en attente d'une solution sur des circuits courts, qui ont besoin d'informations.
Sans calendrier fixe pour le moment, les États généraux de l'alimentation devraient déboucher sur un projet de loi dès le premier semestre 2018. Dominique Tristan, vous étiez présent mardi soir à Sanon-la Bretèche sur des débats parfois très techniques quand on n'est pas spécialiste de ce sujet. Est-ce que c'est vraiment utile ce genre de rendez-vous? Est-ce que ça permet vraiment de faire avancer les choses concrètement? Quel est l'avantage? L'avantage, je pense, c'est que certes, c'était des agriculteurs qui parlaient, mais pas à des agriculteurs, ou pas que à des agriculteurs. Voilà. Donc ça permet de... C'était la communication dont vous parliez tout à l'heure, peut-être. De faire un échange sur, finalement, quelles sont nos problématiques, et puis pourquoi on est perçu comme ça, et puis quelles sont nos visions à court, moyen terme de nos systèmes, et comment on évolue vis-à-vis des contraintes ou des opportunités qu'on peut avoir localement. On a entendu l'information dans le reportage, 12 nouvelles exploitations sur les dernières années, sur la plaine de Versailles, un record en Île-de-France. Comment vous expliquez, entre guillemets, un tel succès? Alors, la première chose... Est-ce que ce sont des terres rares? Alors, les terres sont rares, parce qu'en fait, il y a très peu de mouvements fonciers en Île-de-France habituellement. Et c'est vrai que là, on a eu la chance d'avoir beaucoup de ventes de fonciers, de propriétaires qui ne voulaient plus continuer. Et automatiquement, ça a permis à des acteurs de se positionner pour de l'installation. Et on a eu la chance d'avoir 12 installations, effectivement, dans un territoire qui est quand même relativement petit. Et des productions très diversifiées, c'est aussi l'autre intérêt. Oui, on a vu les débats porter notamment sur justement consommer, produire de façon plus responsable, comment consommer local. Ce sont des choses qui sont simples à mettre en place sur la plaine de Versailles. Alors vous le faites déjà par exemple à la ferme de Grignon. Est-ce que les autres exploitants, par exemple, on pense à la vente en direct, les circuits courts, est-ce que ici en Île-de-France c'est peut-être plus simple de les mettre en place qu'ailleurs? Est-ce que c'est plus facile d'avoir une agriculture responsable ici que d'autres endroits en France? Alors, par rapport à la vente directe, étant dans l'Île-de-France ouest, clairement, c'est plus simple que si on est dans plein milieu de la Beauce. On a un flux d'habitants... Même si c'est très bien d'être au milieu de la... Tout à fait, j'ai rien contre mes collègues beaucerons. Mais pour la vente directe, c'est clair qu'on a des routes où il y a 25 ou 30 000 voitures qui passent par jour. Pour faire de la vente directe, c'est beaucoup plus simple de prendre le risque de se lancer. Voilà. Donc après, chaque acteur fait son diagnostic un peu stratégique en fonction justement de ces fameuses opportunités ou contraintes qu'il y a sur son territoire et sur son exploitation, et puis se décide à partir sur telle ou telle activité. Qu'est-ce qui est très simple à mettre en place aujourd'hui, que peut-être tous les agriculteurs, sans pointer ceux qui sont dans les Yvelines, ne font pas par mauvaise habitude? Alors, qui serait... Très simple, je pense à rien de très simple. Dès qu'on commence à toucher le consommateur en direct, il y a des questions nouvelles qui viennent par rapport à un métier classique de producteur agricole. Je pense à la transformation éventuelle, je pense à la commercialisation, je pense à la logistique. Ça fait des bascules énormes de trésorerie dès que vous commencez à avoir des stocks. Malheureusement, aujourd'hui, les trésoreries des exploitations sont quand même dans le rouge, faut parler concrètement. Et toute situation financière tendue... C'est difficile de s'engager. Fait que c'est plus compliqué de réfléchir à un changement de système. C'est vraiment le point bloquant aujourd'hui. On a eu quand même une très mauvaise moisson en 2016 et des cours qui, depuis maintenant 4 ans quasiment, sont quand même plutôt relativement bas. Une dernière réflexion, une réponse assez rapide parce qu'on a pas mal avancé dans le temps. Est-ce que finalement ce ne sont pas les consommateurs qui tiennent les cartes en main pour une nouvelle agriculture plus responsable? Est-ce qu'on devrait changer nos modes de consommation, peut-être quitte à payer plus cher et à manger moins pour aller plus vers de la nourriture de qualité? Oui, alors je pense effectivement ça passe par là. Alors ça peut passer par là, par de la vente directe, parce que là il y a, je dirais, un contact direct sur la façon dont le producteur fait son produit et l'appréhension que va en avoir le consommateur. Ça permet de retirer des craintes, des appréhensions. Voilà, mais je pense que ça peut se faire aussi sur des filières longues, des filières industrielles. Dans l'interview, il y avait Alexandre Rouèche qui parlait de ça, et moi je suis persuadé que aujourd'hui le cadre réglementaire français fait que l'alimentation est très saine. Et ça, il faut le faire valoir au niveau de la vente des produits et arrêter cette hypocrisie entre les produits importés qui n'ont quasiment aucune règle, qui se retrouvent dans les linéaires de la même façon que les produits qui sont sourcés en France et qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes de production. Merci Dominique Tristan d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la ferme expérimentale de Grignon et président de l'association Terre des Yvelines. Merci à vous et bon week-end. Merci. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine.
Cette semaine d'actualité marquée par le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, une première pour lui avec plusieurs étapes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le président de la République s'est principalement adressé à la jeunesse africaine dans un style très personnel et qui lui a permis de mieux cerner les difficultés du continent, selon Issam Thiam, le président de l'association des ressortissants africains de Saint-Quentin en Yvelines. Il était sur notre plateau jeudi soir, écoutez-le. Le président étant jeune, il a voulu essentiellement s'adresser à la jeunesse africaine pour son voyage. Donc oui, dépoussiéré, pourtant ça n'a pas été un voyage également simple pour lui, je pense. Il a quand même vu l'opposition. Une opposition en Afrique sur pas mal de problèmes du quotidien, où certes il n'en est pas responsable, mais également des actions passées de la France en Afrique. À Plaisir, le projet de réaménagement du centre-ville suit son cours. Des concertations organisées avec des habitants. Lundi soir, une dernière réunion publique avait lieu à la mairie. L'occasion de faire le point sur les différentes idées évoquées précédemment et les pistes envisagées pour ce projet structurant pour la commune. Les précisions avec Camille Lambert. C'est un projet d'envergure auquel se prépare la ville de Plaisir, la requalification de son centre-ville. 3 secteurs sont particulièrement concernés, le quartier du Valibou, la zone de l'hôpital Charcot et le centre historique. Une évolution conséquente pour les Plaisirois et c'est justement avec eux que la mairie souhaite travailler. Elle a organisé 3 réunions publiques destinées aux habitants. Moi, je suis plus intéressé par la refonte, le projet du centre-ville sur le site de l'hôpital Charcot. Donc, comme j'habite juste en face, donc je serai aux premières loges. Donc s'il y a des maisons ou des immeubles qui vont être construits, ça m'intéresse au plus haut point. Savoir jusqu'où cet aménagement va aller au niveau de cette ville, comment ça va se passer. Des interrogations nombreuses, même si l'heure est toujours à la concertation. Je crois qu'il y a encore des personnes qui pensent que ce sont déjà des résultats et des décisions que nous avons prises, alors que non. Nous ne sommes que dans une phase diagnostique. On est dans une discussion, dans un échange pour justement imaginer ce qu'on pourrait faire si sur la ville il y avait des choses qui allaient se libérer. Parce que la fusion des 2 hôpitaux fait qu'il y a beaucoup de foncier qui se libère actuellement. Et on ne va pas laisser faire n'importe quoi. Parmi les pistes évoquées, l'aménagement du rue, le prolongement d'une coulée verte et la création de liaisons douces. Concernant le Valibou, la réhabilitation a déjà commencé. Pour casser l'enfermement du quartier, la ville prévoit de nouveaux cheminements et la création d'une place avec différents commerces. Il y a plusieurs coulées vertes, il y a la coulée bleue et puis il y a également toute cette installation des pistes cyclables que nous souhaitons mettre, d'agrandir les trottoirs et puis aussi de remettre et de repositionner les commerces de proximité. On a la chance d'avoir une zone commerciale très intense, mais il faut aussi que l'on maintienne et que l'on développe tout cet espace qui est l'espace des commerces de proximité. Favoriser les petits commerces, une demande des habitants. Elle concerne également le centre historique. Un projet important qui devrait se concrétiser d'ici 20 à 25 ans. Les Plaisirois sont toujours invités à laisser leur avis et leurs questions sur le site plaisirdemain.com. Depuis le 1er novembre, les démarches pour le PACS se simplifient. Le pacte civil de solidarité se conclut désormais chez le notaire ou en mairie. C'est une mesure de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. Les communes saint-quentinoises sont déjà fortement sollicitées. Mélanie Poquet a pu suivre la signature d'un PACS à Plaisir. Une petite signature pour une nouvelle étape. Après 4 ans de vie commune, Sigrid et Pascal se sont pacsés cette semaine à Plaisir. Depuis le 1er novembre, les officiers d'état civil peuvent enregistrer le pacte civil de solidarité. Les délais pour aller à Versailles étaient beaucoup trop longs et c'est vrai que quand on s'est passé au 1er novembre à la mairie, on a dit qu'on allait attendre cette date-là. Oui, c'est une démarche plus simple pour nous. Une nouveauté qui semble intéresser les Plaisirois. En seulement 1 mois, 17 dossiers ont été déposés. Le délai actuel dans cette commune, une quinzaine de jours. Les agents ont été formés via la préfecture et c'est rentré aussi dans le plan de formation continue que nous avons à la ville de Plaisir. Donc nous avons formé pour l'instant 3 agents, mais à terme, tous les agents de l'administration générale seront formés pour la signature du PACS.
Un dossier de PAX peut être pré-rempli sur le site internet servicepublic.fr. Il doit ensuite être déposé en mairie. Un message de prévention avant de se quitter. Faites attention si vous empruntez la route ce week-end avec le retour du froid, de la neige et du verglas. Les dangers se multiplient. Pensez à adapter votre conduite. Vigilance aussi si vous empruntez la ligne N du Transilien ce week-end. Aucun train ne circulera entre samedi 12h et dimanche 12h, donc pendant 24 heures, en raison de travaux pour le Grand Paris Express. Pour trouver un autre trajet, consultez le site transilien.com. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre application TV78 et notre site internet. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.